On va parler de beaucoup de choses très intéressantes. On va parler d'énéagramme, on va parler d'innovation de rupture. Mais juste avant ça, Vincent, est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, te présenter et présenter un petit peu ton activité? Ben écoute, moi j'ai 62 ans, je travaille pour mon plaisir, pour l'essentiel, en coach de dirigeants, avec effectivement une spécialisation de coaching classique à base de PNL, de diagrammes et d'autres outils, mais aussi une spécialité assez forte sur l'organisation des entreprises et sur l'innovation, notamment l'innovation de rupture. Moi, dans mon cas personnel, là aussi, je ne vais pas en faire une généralité. J'ai un réseau, oui, plutôt haut niveau, donc ça aide. Ce qui est le plus efficace aujourd'hui, c'est pour moi, pour mon activité, c'est les fonds d'investissement qui ont tous des participations, des filiales en fait, dans lesquelles ils ont investi. Et il y a un certain pourcentage de ces filiales où les patrons ont des difficultés qui méritent du coaching ou du conseil stratégique. Donc, moi, je rentre assez lourdement par les fonds d'investissement qui me prescrivent auprès de participation. Après, il faut que je convainque les patrons des participations. Donc, de toute façon, à la fin, si le patron n'est pas d'accord, ça ne marchera pas. Après, une fois de plus, ça dépend des activités. Ce que je dis, c'est perso. Alors du coup, quand tu parles de convaincre, est-ce qu'il y a des manières de convaincre qui sont plus persuasives que d'autres? Comment finalement on convainc un patron? C'est un sujet qui, encore une fois, est vaste et dépend, tu vas me dire, du secteur et du domaine. On Oui. va prendre par exemple quelqu'un qui vend des produits industriels, que ce soit des imprimantes, des ordinateurs ou des nouveaux logiciels technologiques. Finalement, qu'est-ce qui convainc un patron pour toi aujourd'hui? Comment on arrive à développer des capacités de persuasion? Alors, si on est dans des ventes, donc on sort du coaching, on sort de mon activité propre, si on rentre dans des choses plus traditionnelles, de vente de produits ou de vente de prestations de conseil assez classiques, pour moi, la difficulté, effectivement, il faut d'abord trouver les bons interlocuteurs. Et dans du B2B, souvent, il y a plusieurs interlocuteurs à convaincre. Il y a un décideur à la fin, c'est celui qui a besoin. Il peut y avoir une autorité d'approbation au-dessus. Il peut y avoir des gens qui ont le pouvoir de dire non en dessous ou autour. Donc ça, c'est un classique de ce qu'on appelle la vente complexe, d'identifier les différentes personnes qui vont influencer une décision. Une fois qu'on a fait ça, la chose vraiment importante, c'est de savoir en quoi son produit ou sa prestation, son offre, disons son produit, mais que ce soit un produit ou un service n'a pas d'importance, en quoi son offre apporte quelque chose à son client. Et moi, j'ai une spécificité qui est pas facile à transmettre, mais qui est très, très opérationnelle quand on arrive à la faire. C'est d'arriver à faire que le client, donc en fait le décideur à la fin, chiffre le bénéfice qu'on lui apporte. Une fois qu'il a chiffré le bénéfice qu'on lui apporte, les 2 tiers de la conviction est fait, pratiquement. Si on en reste à des arguments techniques, très souvent, et c'est spécialement vrai de ce qui est innovation, très souvent, c'est des trucs sympas un jour. Ah oui, ça serait bien votre truc quand j'aurai le temps. Dès qu'on rentre dans un chiffrage effectif de moi client, ah oui, votre truc, ça me rapporte 1 million par jour, les gens passent en mode je vais acheter ou je ne vais pas acheter. On n'est pas dans le plus tard, on est dans le je décide maintenant. Voilà, ça c'est ma méthode. Alors du coup, effectivement, c'est pas la première fois que j'entends dans mes interviews le fait qu'il faut chiffrer et avoir à un moment donné quelque chose qui soit défini comme rentable. Comment on va rendre quelque chose qui est comme le coaching ou des services qui ne sont pas forcément toujours chiffrables en quelque chose de plus objectif? Est-ce que tu peux nous donner au moins une bribe de réponse par rapport à ça? Alors, le coaching, je ne le vends pas en rentabilité. Vraiment pas. Ça, j'ai dit pour un produit traditionnel. Le coaching, je le vends sur ma crédibilité personnelle. Je le vends avec des exemples de résultats, avec des histoires. Et je le vends, en fait, je me vends moi. Et c'est totalement inutile pour cette prestation-là de vendre une rentabilité. Donc, ma réponse tout à l'heure, c'est pour des prestations plus traditionnelles. Alors, c'est vrai que souvent, trouver un bénéfice, c'est pas facile. Je vais donner quelques exemples de choses ce qui est le plus facile, mais c'est un peu un piège à con. Le plus facile, c'est de faire comprendre aux clients qu'on va lui faire une économie. Ça, c'est assez facile. En règle générale, le chiffre est bas. C'est-à-dire que quand on arrive à trouver un bénéfice, c'est-à-dire un gain, donc une réduction de coût, on a des chiffres beaucoup plus élevés. Mais c'est plus difficile. C'est plus difficile. Je peux donner
2, 3 exemples de choses compliquées. Je vais donner un exemple théorique, juste pour comprendre la difficulté, pour comprendre qu'en règle générale, c'est soluble. Demander à quelqu'un, c'est quoi le prix de la vie? C'est quoi le prix d'une vie humaine? Et un chiffrage objectif. Et demander au fait à quelqu'un à combien il chiffre, lui, sa vie à lui. On s'aperçoit que pratiquement personne ne sait le faire. Sauf que il y a des gens qui ont trouvé des solutions, qui sont des solutions implicites, qui tournent autour de regarder combien une personne est prête à mettre dans une assurance santé, une assurance fin de vie, ce genre de choses-là. Et ça donne un prix de la vie implicite. Donc, cet exemple-là, je le cite pour montrer que quelque chose qui est a priori complètement impossible à chiffrer, en fait, l'est si on a un peu de créativité. Alors, bien sûr, quand on est en B2B, ce n'est pas le prix de la vie qu'on va chercher à chiffrer. Mais par exemple, est-ce que je peux donner comme exemple alors, une fois de plus, je vais essayer d'éviter les réductions de coûts. Un truc difficile à chiffrer, par exemple. Dans le passé, à un moment donné, il fallait chiffrer le bénéfice qu'apportait un logiciel de copie de base de données, dont un des avantages, c'était de permettre des copies beaucoup plus rapides. Ça donnait 3 bénéfices. L'un des 3 bénéfices possibles, c'est l'accélération des délais de développement de nouvelles solutions logicielles. Par exemple, je suis sur Fnac.com, je veux faire un nouvel applicatif ou changer mon ergonomie, que sais-je. Moi, développeur de Fnac.com, il va falloir que je fasse mon développement, très bien, et puis dans mon process de développement, il y a un certain nombre de moments où il va falloir que je fasse des tests sur une copie des bases de données réelles. Et bien sûr, que mon site Fnac.com, il change tout le temps, je ne peux pas me permettre d'avoir une copie de base de données il y a 3 mois. Il me faut une copie de base de données du jour, pour être sûr de tenir compte de toutes les améliorations logicielles qui ont été faites dans le passé. Donc, je, développeur, demande une copie de la base, qui est forcément un gros machin. Et en pratique, c'est 15 jours. Le logiciel que je vendais me permet de passer ça à une demi-heure. Donc, combien vaut le fait de passer de 15 jours à une demi-heure dans un temps de cycle de développement? En pratique, dans mon exemple de Fnac.com, il y a 3 phases de test, donc on gagne 3 fois 15 jours, donc on gagne 6 semaines. Combien ça vaut? 6 semaines. Évidemment, les gens qui font le développement ne savent pas le chiffrer. Alors, je vais essayer de la faire courte, parce que le chiffrage de ce truc-là, c'est un peu compliqué. Mais il est évident que si on fait un développement chez Fnac.com, c'est qu'on en attend une rentabilité. Donc on en attend forcément un bénéfice, au moins supérieur à 3-4 fois le coût du développement. C'est un classique. C'est ce qu'on trouve généralement. Donc une façon toute simple de savoir combien vaut un développement, c'est pas compliqué. Le gain, c'est 3 fois le coût. Et si ce développement arrive 6 semaines plus tôt, eh bien 6 semaines divisées par un an, fois 3 fois le coût du développement, ça donne un chiffrage. Et avec ça, c'est une méthode un peu compliquée, je le comprends, et avec ça, moi j'ai remporté des ventes de ce logiciel-là, parce que les patrons de R&D à qui je m'adressais avaient été capables de chiffrer que gagner 6 semaines, oui, ça gagnait tant d'euros ou tant de millions d'euros. Ça avait fonctionné. Alors, une fois de plus, c'est un exemple compliqué, mais tu m'as demandé des cas compliqués. Il y a évidemment des cas beaucoup plus simples, heureusement. Un cas beaucoup plus simple, le même logiciel permettait de faire des copies de sauvegarde de données de production. Donc là, et en gros, on passe d'une journée de sauvegarde et d'une journée de relance à une demi-heure. Et bien là, c'est très simple. Quand on passe une journée à faire une relance, on perd une journée de production. Donc c'est assez facile, souvent, d'avoir un ordre de grandeur de la marge générée par une journée de production ou de perte de production. Super, voilà, effectivement. Je te remercie parce que ça relève 2 choses selon moi, ce que tu viens de dire, c'est que déjà les critères sur lesquels les gens achètent ne sont pas toujours les mêmes et ça me rappelle une discussion qu'on avait eue sur le fait d'appuyer sur le critère numéro 1 pour le client plutôt que ce que nous on imagine que la personne veut. Oui. Et la deuxième chose, c'était que tu montres aussi un autre truc dans le processus de décision, c'est que si la personne ne peut pas réexpliquer ce qu'elle a eu comme information avec toi à ses collaborateurs, dirigeants, actionnaires, etc., et ben, c'est plus difficile pour elle d'acheter, même si elle-même peut être convaincue, puisqu'elle a besoin d'avoir un prix de rentabilité pour pouvoir ensuite le retransmettre ailleurs, en fait. Une des règles, c'est qu'il faut une formule extrêmement simple, avec en gros quelques multiplications, additions et soustractions, parce que la précision n'a pas d'importance, mais le fait de partager est absolument critique.
Donc, dans mon exemple, par exemple, de sauvegarde de données de production, eh bien, une journée de production de l'usine, c'est tant, un taux de marge de 30%, voilà, c'est fait. Donc ça, c'est un truc que tout le monde comprend. Et à la limite, la personne va dire, c'est pas 30%, c'est 27%. Bon, d'accord, on prend 27%. Quelle importance. Et un autre point important, c'est, donc, du coup, un autre sujet sur lequel je voudrais discuter avec toi, c'est que je sais que quand tu fais des accompagnements de dirigeants, tu utilises le modèle de l'énéagramme, que tu as d'ailleurs utilisé avec moi aussi en coaching, et je te remercie, parce que ça m'a permis de comprendre, notamment à un moment donné, j'avais des difficultés avec un patron avec lequel je travaillais, et tu m'as permis de modéliser un petit peu son caractère par rapport à l'énéagramme. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur l'énéagramme? Comment tu l'utilises? À quoi ça sert pour les gens qui ne connaissent pas, du coup? S'il te plaît. Alors, l'énéagramme. L'énéagramme, c'est une très vieille chose qui est enracinée dans les millénaires, mais qui est passée par des développements au sens recherche. La psychologie expérimentale américaine dans les années 80-90, qui ont solidifié un peu le concept. C'est essentiellement un outil qui permet qui repère 9 grands modèles de motivation de personnes. Il y en a, pourquoi 9, je ne rentrerai pas dans les détails, il y a une bonne raison, ça ne sort pas d'un chapeau. Qui sont numérotés de 1 à 9, tout simplement. Et en gros, comprendre le modèle auquel on appartient comme principal bénéfice, que ça donne de manière assez directe les chemins de progression personnelle d'une personne. En quoi je peux devenir excellent dans tel domaine et dans quel domaine je vais être excellent. Deuxièmement, quand on repère la base d'énéagramme d'un interlocuteur, on peut en déduire assez facilement les choses qu'il ne supporte pas et les choses qu'il aime. Donc ça devient, d'une part, un outil de développement personnel très profond, d'autre part, un outil de communication qui permet d'éviter un certain nombre de choses rugueuses. Par exemple, dans le cas que tu citais, sans vouloir, je ne connais pas la personne. Je peux y aller, mais je ne connais pas la personne, donc je n'en ferai rien. On ne va pas citer le nom de la personne, bien entendu. Je n'ai pas de contrat de confidentialité avec cette personne, mais nous avons soupçonné une personne de base 6. Une personne de base 6, c'est une personne qui a un besoin vital d'être en confiance. Donc, sa motivation tourne autour de la confiance et la prévisibilité du comportement de l'autre. Une fois qu'on a repéré ça, eh bien, si on veut se comporter de manière fluide avec cette personne-là, fluide, c'est-à-dire sans la heurter, il faut faire exactement ce qu'on a prévu de faire et qu'on a dit qu'on allait faire. Je vais faire ça, je le fais, ou quand par hasard on est amené à changer d'avis, prévenir avant. Quand on a ce genre de comportement avec une personne de base 6, ça se passe bien. Si par hasard, avec une personne de base 6, on fait un truc imprévu par elle, alors on prend des risques. On prend vraiment des risques et les choses peuvent se passer extrêmement mal. Voilà. Ça, c'est un exemple typique du d'énéagramme, utilisé dans sa fonction d'outil de communication avec l'autre. Un autre exemple, j'avais un de mes associés qui était une base 7. J'étais le numéro 1 d'une boutique, lui était le numéro 2. Une base 7, c'est quelqu'un qui a un besoin vital de liberté. Donc, si je lui disais, Patrick, j'ai besoin de ton budget vendredi, vendredi, ça enferme, ça met une contrainte. Le jour où j'ai vu que j'avais des réactions négatives, j'ai repéré qu'il était base 7. Je me suis mis à lui dire, écoute Patrick, si j'ai ton budget vendredi, je fais telle chose, si j'ai ton budget plus tard, je fais autrement. Pas grave. Et du coup, j'avais mon budget vendredi. Et le mec, il était à l'aise. Voilà, ça c'est typiquement des choses que l'énéagramme permet de faire et qui m'ont permis avec cette personne, donc j'ai appelé Patrick, d'avoir une vie beaucoup plus agréable pendant quelques années. Parce que je ne le heurtais pas par des maladresses qui, pour une personne qui n'est pas de base 7, ont l'air totalement sans importance. J'ai besoin de ton budget vendredi, c'est une phrase normale. Mais pour lui, c'était une phrase heurtante. Ok, est-ce que tu pourrais expliquer, par exemple, dans le développement commercial et dans la capacité justement à se mettre en lien avec son client, que ce soit ou en prospection ou en relation client, comment l'énéagramme aussi peut-être pourrait servir dans ce cadre-là? Alors, l'énéagramme, ce n'est pas forcément le meilleur outil, parce que une des caractéristiques de l'énéagramme, c'est qu'on touche aux motivations, et les motivations ne se voient pas forcément. Alors, quand elles se voient, oui, ça se voit bien, mais par définition, ce qu'on voit, c'est les comportements. Donc,
moi, commercialement, il peut m'arriver d'utiliser l'énéagramme quand je repère que telle personne est la base machin. Ça peut m'arriver. Mais je vais plutôt utiliser des outils de PNL qui est un autre corpus qui se marie bien avec l'énéagramme. Et la PNL permet de repérer un certain nombre de patterns de comportement. Alors, par exemple, il y a les matcheurs et les mismatchers. Les matcheurs sont les gens qui voient les points communs et les points d'accord avant de voir les désaccords. Les mismatchers sont des gens qui vont voir d'abord les points d'accord et les choses qui ne vont pas avant de voir. Bon. Quand on repère un matcheur, on sait qu'on peut progresser un bout de chemin sur du positif. Quand on voit un mismatcher, on sait qu'il faut à tout prix répondre à toutes ces objections et que quand on aura répondu à toutes ces objections, alors il passera en position positive. Ça, c'est un truc. On va repérer autre métaprogramme de l'énéagramme. Ces patterns de comportement s'appellent des métaprogrammes. Les gens qui sont en référence interne ou en référence externe. Personne en référence interne, c'est quelqu'un qui décide qu'est-ce qui est bien, beau, vrai, tout ça. La référence externe, c'est quelqu'un qui compte sur l'opinion des autres. En position commerciale, quand on est en train de vendre, quand on repère quelqu'un qui est en référence interne, on va essayer de le convaincre lui et de repérer quels sont ses critères à lui de décision. Quand on met quelqu'un qui est en référence externe, on va essayer de le faire imaginer ce que ses collaborateurs, amis vont penser. Ça, c'est aussi, bon, il y a plein d'outils dans la PNL qui permettent comme ça de repérer là aussi, alors c'est pas de la manipulation, mais de repérer dans quelle situation les gens sont à l'aise ou pas et comment ils se comportent. Vous avez plus classique, toujours dans la PNL, les gens qui sont auditifs, les gens qui sont visuels, les gens qui sont kinesthésiques. Si on repère quelqu'un est visuel, on va lui faire du graphique. Si on repère quelqu'un d'auditif, on va lui parler. Si on repère quelqu'un de kinesthésique, on va parler d'émotion. Si on ne sait pas, parce que, évidemment, la plupart du temps, on ne sait pas, bien, il faut commercialement, dans le même discours, dans on va dire, le même paragraphe oral, utiliser les 3 modes de communication. Donc, on va dire, tu vois, à tel endroit, on va faire comme ça, et tu vas entendre ce qui se passe, et tu vas sentir que c'est bien. Et là, je vais utiliser mes 3 modes, le visuel, l'auditif, le kinesthésique. Et il y a forcément un des 3 qui va marcher. Il y a forcément un des 3 qui va être communicant, on va dire. Voilà, ça, c'est un certain nombre de choses qu'on va tirer plutôt de la PNL que de l'énéagramme, mais qui sont un certain nombre de façons de comprendre comment l'autre fonctionne pour s'adresser, pour travailler avec lui, pour communiquer avec lui dans ses modes à lui, et pas dans les modes de la personne qui parle, dans les modes de la personne qui écoute. Ok, super intéressant. Du coup, on va revenir un petit peu sur les PDG. Je sais que tu accompagnes beaucoup de PDG, comme tu l'as dit, en coaching. Et quand on est PDG, dirigeant, d'une petite, d'une moyenne ou même d'une grande entreprise, en tout cas, on a cette notion de vision et de stratégie, et notamment de vision et de stratégie commerciale. Comment se définit selon toi une vision, une stratégie, et plus particulièrement dans le domaine commercial? Comment aide quelqu'un à définir sa vision et sa stratégie? Aider un patron à définir sa vision. Oui. C'est ça? Tout à fait. Alors d'abord, c'est pas forcément commercial. Une vision, c'est une vision. Elle a forcément des conséquences commerciales. Et elle n'est pas commerciale par essence. C'est une question un peu compliquée parce que il y a des réponses à plusieurs niveaux. Et ça dépend du temps qu'on a en coaching, du temps qu'on a pour aller au bout de la démarche. Si on va au bout de la démarche, si on va vraiment au bout du bout, alors là aussi, je vais prendre un 3e concept, qui est un concept de la dernière génération de la PNL, qui est le concept de niveau logique. Ce concept, il dit qu'au fond, nous fonctionnons à des niveaux plus ou moins profonds, plus ou moins superficiels. Donc, typiquement, il y a des choses, la façon de se comporter, c'est du superficiel. Quand on rentre dans les motivations de l'énéagramme, c'est déjà beaucoup plus profond. Et encore plus profond, il y a l'identité, qui est ce qu'on est. Et encore plus profond, il y a sa mission dans le monde. Et on peut définir le coaching comme, notamment le coaching de dirigeant, comme un travail qui permet, en passant à travers tous ces niveaux, en commençant par les niveaux les plus superficiels et en terminant par le niveau le plus profond, d'arriver à ce que le patron décide, explicite quelle est sa vision, sa mission dans le monde. Ouais, mission dans le monde, c'est simple, c'est de faire grandir des opportunités. Ça a l'air très général, mais quand je suis coach, ce qui me fait vraiment plaisir, et du coup, ce en quoi je suis vraiment bon, c'est de prendre quelqu'un qui a un potentiel et de lui faire grandir ce potentiel.
Ça, c'est ma définition de ma mission dans le monde. Et évidemment, plutôt avec un dirigeant, parce que l'idée, c'est d'avoir un impact maximum sur le monde, et que c'est sûr que si je coach ma fille, j'ai un impact sur l'environnement de ma fille. Si je coach le patron de Renault, j'ai un impact sur 200 000 personnes, bien sûr. Voilà, ça c'est une mission. À un moment donné, si le patron a les manettes, c'est lui qui va définir sa vision. S'il n'est pas tout seul, s'il y a un conseil d'administration, des contraintes administratives, que sais-je, c'est différent. Mais si le patron a une certaine autonomie, c'est à partir de sa mission qu'il va définir sa vision de son entreprise. Parce que quelque part, il va greffer ses valeurs, greffer ses objectifs profonds sur ce qu'il veut donner à son entreprise et sur ce qu'il veut lui faire faire. C'est typiquement un truc pour faire définir à quelqu'un sa mission dans le monde, c'est un truc qui va prendre 6 mois, 1 an. Mais une fois que c'est fait, je garantis que ça dépote. C'est-à-dire que la personne qui a véritablement défini sa mission, qui il est bien sûr, son identité et sa mission, c'est quelqu'un qui a un effet de levier sur son organisation qui devient absolument considérable, parce que tout ce qu'il fait, il le fait toujours dans un seul objectif. Il peut le communiquer, tout le monde le comprend. Du coup, ça donne du charisme. Du coup, les gens le suivent. C'est extrêmement convaincant parce que quand il parle de lui dans les termes les plus sincères et les plus simples. Bref, ça arrache. Voilà. Alors, la réponse, c'est pas forcément facile à faire, ce que je dis. Mais quand on l'a fait, ça arrache. Super. Une autre question, c'est que moi, j'ai travaillé aussi pas mal avec des PDG et des dirigeants de petites et moyennes boîtes. Et très souvent, j'ai été confronté à cette difficulté que tu dois certainement avoir eu aussi, du dirigeant qui veut former, souvent en formation, qui est plus développé en France que le coaching. Il veut former son équipe, il veut faire coacher éventuellement peut-être les personnes qui lui posent problème, mais il y a cette difficulté finalement à la remise en question et peut-être parfois même une fuite à avoir un regard critique sur lui-même. Comment tu gères justement des fois cette difficulté que peut avoir le PDG à comprendre que c'est lui qui devrait parfois faire un coaching ou que le problème ne vient pas toujours de ses équipes ou de ses collaborateurs, mais parfois de lui? Ah, ça c'est une question difficile. C'est un peu une des difficultés de mon métier. Pareil, il arrive que des fonds d'investissement disent tel patron de participation, faut faire quelque chose, et le mec il veut pas. Parce que forcément, lui, il pense que c'est pas lui. Donc ça, c'est quelque part mon quotidien. Moi, j'ai plusieurs réponses à ça. La plus simple à expliquer, il y en a 2. Et disons, la plus simple à expliquer et la plus facile à transposer, c'est de ne pas faire du coaching de patron mais de la formation. Je ne vais pas dire à quelqu'un, je vais te coacher, je vais lui dire, je vais t'expliquer tel ou tel concept qui va être utile dans ta communication, qui va être utile dans ton boulot, qui va être utile pour toi. Et typiquement, et après, il faut trouver une formation qui soit en fait une formation qui démarre un coaching. Du coup, ça marche. Et ce qui, pour moi, fonctionne, et ça fonctionne pour de vrai, alors pas à tous les coups, mais quand même assez souvent, c'est une première séance de formation à l'anéagramme, où j'explique les 9 bases. Je fais que la personne se repère sur la grille, se place sur l'anéagramme. J'explique que du coup, une personne qui est de base, disons 4 ou 7 ou 9, que sais-je, peut avoir tel ou tel comportement. Ah oui, maintenant ça m'éclaire, ah oui, je comprends pourquoi je fais ça. Peut faire que ce comportement peut être limitant. Ah oui, tu as raison, là je comprends que c'est limitant. Et qu'on peut travailler pour élargir cette limite. Ça, c'est une technique qui marche très bien. En tout cas, moi, je sais la faire marcher. Je l'ai fait marcher un certain nombre de fois. Une autre, mais elle est cette fois-ci beaucoup plus difficile à transposer. Une fois de plus, c'est que moi, j'ai beaucoup bossé sur moi-même, donc mon identité et ma mission, c'est clair. Les exemples que je peux te donner de ce que j'ai fait avec un certain nombre de patrons sont très parlants. Et ils sont tous bienveillants. Donc, il suffit de raconter quelques exemples pertinents qui correspondent plus ou moins à la situation dans laquelle mon interlocuteur se trouve. Il suffit de donner quelques exemples de ce qu'on a pu faire, d'autres clients, pour que le gars puisse avoir envie. Et ça, c'est moins facile. En tout cas, c'est pas transposable. Ça suppose d'avoir beaucoup de références,
d'avoir des exemples très frappants, d'avoir des bons résultats. Ok, alors on va partir sur un autre sujet maintenant qu'on a beaucoup parlé de prospection, de coaching de dirigeants. Un troisième sujet dont je voulais parler avec toi, avant de plus proprement, dans la dernière partie de l'entretien, parler de toi à proprement parler, je veux dire, c'est l'innovation de rupture. Alors, tu nous as cité l'innovation de rupture en début de notre entretien. Est-ce que déjà tu pourrais essayer, pour les gens qui ne connaissent pas, de décrire un peu ce que c'est que l'innovation de rupture et aussi peut-être ce que c'est que les concepts de disruptivité ou de concepts disruptifs qui sont en lien, je pense, avec l'innovation de rupture? C'est la même chose. Disruptif ou rupture, c'est la même chose. Alors, il y a plusieurs définitions, mais pour moi, il n'y en a qu'une qui soit valide. Les définitions technologiques, pour moi, n'ont pas de sens. Moi, je suis dans un domaine de go-to-market, de faire qu'une innovation se vende. Donc, je suis dans le côté marketing et commercial de l'innovation, pas dans le côté développement technique. Ça ne veut pas dire que le développement technique n'est pas important. Mais en général, la partie technique, au fond, il y a beaucoup de formations, beaucoup de connaissances, il y a plein de bons ingénieurs. Une fois qu'on a une bonne idée technologique, c'est qu'une question de temps, d'argent et d'ingénieurs pour le développer. C'est, ouvrez les guillemets, raisonnablement facile, fermez les guillemets. Facile est peut-être excessif, mais en tout cas, ce sont des domaines bien connus. Le go-to-market est beaucoup moins. Il se raconte énormément de bêtises dans ce domaine-là. Les gens qui ont écrit des bons papiers, en dehors de moi, bien sûr, pour me faire une fleur, j'en connais que deux. Un Français et un Américain. Ça fait pas grand monde. Pas grand monde. Donc, vu là, c'est du point de vue du côté marché de l'innovation, la définition est assez simple. L'innovation est de rupture quand elle change significativement la façon dont les gens vont se comporter. Alors, bien sûr, c'est une définition qui est plus facile à transposer en B2B qu'en B2C, mais elle est valable dans les deux cas. Typiquement, un smartphone, c'est un téléphone à écran graphique. En soi, ce n'est pas une révolution, mais ça fait que du coup, on a Internet sur son mobile avec de l'ergonomie tactile. Ça change complètement la façon de travailler avec son téléphone, enfin travailler, de se comporter avec son téléphone. Donc c'est une innovation de rupture, même si technologiquement, avoir un écran tactile sur un téléphone, au fond, ça n'a rien de spécialement nouveau. Enfin, en tout cas, les technologies de l'époque le permettaient largement. Donc on voit que la notion de rupture, même en B2C, c'est une notion d'usage. Si je prends l'exemple du logiciel de copie de base de données que j'ai évoqué tout à l'heure, quand on passe d'une copie qui se fait en une journée à une copie qui se fait en 10 minutes, on passe d'un système où il faut plein d'autorisations avec des signatures pour avoir cette copie, à un système où le mec en a besoin le fait lui-même. Donc on change complètement le comportement des gens, la façon d'utiliser l'outil. Donc c'est une innovation de rupture. Si on trouve cette définition, il y a Benoît Sarrazin, qui est un de mes collègues, a écrit ça sur son site. Alors après, ça peut être ambigu, c'est-à-dire qu'on peut, même innovation, même solution technique, peut être marketée comme une innovation de rupture ou comme une innovation traditionnelle et incrémentale. On peut utiliser la même solution, rupture ou pas rupture. Je ne sais pas quel exemple, enfin, je ne sais pas si c'est facile d'en donner un exemple, mais on peut utiliser un produit de telle sorte à ce qu'il change les usages, la façon de se comporter, la façon de travailler, ou au contraire, packager le produit pour qu'il rentre dans des fonctionnements classiques. Dans un cas, on a une innovation de rupture avec tous les problèmes du missionnariat, du temps à convaincre, du fait qu'il faut changer les habitudes, mais l'avantage que la personne qui est le leader du marché va l'être durablement. Dans l'autre cas, on est dans l'incrémental avec beaucoup plus de concurrence, mais aussi beaucoup plus de rapidité de développement. Et moi, dans beaucoup de cas, j'ai conseillé à des clients, quand c'était possible, de transformer une innovation de rupture en innovation incrémentale. De faire que le nouveau produit ressemble, vu du client, à un produit traditionnel, simplement bien meilleur. Je ne sais pas si tu vois la différence, mais dans un cas, c'est une différence de nature. Le produit ne s'utilise pas de la même manière. Dans l'autre, c'est une différence de degré. Il s'utilise de la même manière, mais c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Merci. Une autre question, du coup, c'est on est dans l'innovation de rupture et la société change, notamment, je pense, dans le domaine de l'accompagnement. Moi, j'entends beaucoup parler maintenant du coaching sur Skype, du digital,
des webinaires. J'ai même entendu dire qu'à un moment donné, on aura peut-être des technologies qui permettraient d'avoir des hologrammes pour travailler à distance. Qu'est-ce que toi, tu vois dans le futur de l'accompagnement en termes d'innovation et de changement qui va se passer dans les années ou dans les moments, les semaines, les mois à venir? Est-ce qu'il y a de l'innovation de rupture aussi dans le domaine de l'accompagnement? Je ne sais pas répondre à cette question-là. Moi, j'ai toujours privilégié le face-à-face parce que je fais plutôt du coaching, on va dire, de luxe, parce qu'un patron, il n'a pas le temps. Donc, ce qui est cher chez lui, c'est le temps que je vais lui prendre. Donc, tout ce qui va rendre la communication entre lui et moi plus difficile est un truc qui va lui faire perdre du temps. Donc, perso, je pense que je suis beaucoup plus efficace dans des postures classiques. Alors après, quand on connaît bien son client, quand on comprend son mode de fonctionnement, quand lui-même comprend mon mode de fonctionnement, on peut passer typiquement à du Skype, à du partage d'écran, voire du téléphone. J'ai demain une grosse séance de coaching, c'est par téléphone, parce qu'évidemment, on n'a pas de choix par le temps des cours, désolé de parler de confinement, c'est comme ça. Mais aussi parce que cette personne-là, on a suffisamment débroussaillé les enjeux antérieurs. On a une base de communication déjà assez épaisse. Notamment, j'ai fait son diagramme, on s'est vu 4-5 fois déjà. On se connaît, on connaît le comportement de chacun. Donc j'ai moins besoin d'un canal riche. Moi, je sens bien, effectivement, on démarre par du physique, par du présentiel, et après on migre typiquement sur de la communication virtuelle. Et dans ce cas-là, même le téléphone pourrait suffire, à condition d'avoir une bonne qualité de signal. C'est-à-dire que s'il faut, par exemple, typiquement, quand on a le niveau de qualité téléphonique qu'on a quand on fait du GSM dans une bagnole, c'est extrêmement fatigant. Il faut faire un effort d'attention, donc c'est pas efficace. Donc il faut un bon lien de communication. Voilà. Une fois qu'on a ça, ça marche. Après, je ne dis pas qu'on ne va faire autrement. Moi, je me borne à dire que jusqu'à présent, c'est ce que je trouve qu'il marche dans mon cas. Et alors, si on prend juste d'un point de vue plus général, parce que là, on a parlé des outils digitaux, mais quelle serait l'innovation de rupture à venir dans le domaine de l'accompagnement, même dans les méthodes peut-être d'accompagnement ou dans d'autres biais d'innovation? Alors, c'est une question comme ça, je ne sais pas si on peut y répondre. Ce n'est pas très facile parce que, par définition, l'innovation de rupture, elle arrive de manière imprévisible. Elle arrive parce que quelqu'un a une idée, souvent c'est quelqu'un qui n'est pas du domaine, qui justement vient avec une idée qui casse les murs. Moi, je viens du domaine, donc je peux difficilement casser les murs. Donc, en revanche, il y a un truc qui est tout à fait clair, je crois, c'est que dans mon domaine d'accompagnement, il y a tout et il y a à boire et à manger, on va dire. Il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup de gens qui se dénomment coach simplement parce que c'est d'anciens RH, d'anciens DRH. Évidemment, ils ont une expérience, je ne dis pas le contraire. Et ça peut être utile, bien sûr. Moi, je pense qu'un bon coach, c'est quelqu'un qui a un ensemble de techniques et qui a beaucoup bossé sur lui-même. Si déjà, ne serait-ce que la moitié de la profession avait ces deux caractéristiques-là, on aurait fait un grand pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je vois beaucoup de gens, par exemple, une marque de coach, une marque au sens des gens qui ont construit un système de franchise de coach. On prend des dirigeants, on regarde s'ils ont une bonne tête, s'ils savent se comporter correctement, s'ils sont à peu près ça dans leur tête. On leur donne un certain nombre de méthodes assez classiques, assez basiques, et pof, c'est parti. C'est utile, il n'y a pas de doute. Ça peut faire des choses utiles, oui. Ça ne peut pas aller très loin. Ça ne peut pas aller aussi loin que moi je veux. Par exemple, faire construire à quelqu'un son identité et sa mission avec des méthodes comme ça ne peut pas marcher. Donc on va pas au bout de la démarche. Donc, si je reprends un peu ce que tu as dit et que j'essaie de le synthétiser, peut-être que l'innovation, ce serait maintenant d'avoir des personnes qui aient vraiment, réellement un code déontologique et une éthique qui se traduirait notamment par un vrai travail sur soi et une vraie capacité à personnaliser, à hyper personnaliser les accompagnements et à pas faire des méthodes grand public, c'est ça? Avec des méthodes techniques. Le diagramme, j'ai passé je ne sais pas combien d'heures à apprendre ce truc.
La PNL, j'ai passé je ne sais pas combien d'heures à apprendre ce truc et à la pratiquer. Donc, il faut effectivement une déontologie, et ça, c'est pas évident du tout. Construire une bonne déontologie de coaching, je te dis que c'est pas évident du tout. Et quand elle est bonne, ça dépote. Il faut effectivement un gros travail sur soi-même, je crois, et il faut des outils, des techniques, des méthodes. Alors après, il y a 37 façons de plus. Hein. Je vais parler de ce réseau de franchise de coach. Ils font du travail de qualité, je ne dis pas le contraire. Je dis juste que ça ne va pas au bout de la démarche. D'accord. Effectivement, hein, même dans mes accompagnements, moi-même en formation, des fois, j'ai cette position de travailler avec les autres, ce qu'on appelle facilitateur. Et j'observe à quel point finalement les gens confondent le coaching, l'accompagnement, le conseil, Oui. la formation. Et Oui. en fait, tout le monde peut tout faire et on confond des compétences qui peuvent être des compétences d'expertise sur un domaine avec des compétences qui sont plus pédagogiques ou des compétences Oui. qui sont plus humaines. C'est un, Oui. un peu tout ça que tu critiques. Comportemental. Oui, tout à fait. Donc en fait, il faut savoir ce que le coach vend. Il a un positionnement, il a un ensemble de compétences utilisables dans un ensemble de cas, mais pas partout. Pas Ok. partout. Alors du coup, on va passer sur un autre domaine maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi et notamment, si tu devais faire un rétrofeedback sur tes expériences, quels auraient été tes 3 plus grands déclics, que ce soit des échecs ou des réussites, qui t'ont emmené à évoluer dans ton parcours? Si tu devais en citer juste 3, peut-être qu'il y en aurait plus, mais 3, on va dire, un paradigme que tu as traversé dans ton Oh, ben, parcours. facile. Facile. Alors, Je ne sais pas très bien à quoi ça sert, parce que j'ai longuement réfléchi à cette méthode et je trouve que, bon, passons. Moi, mon premier coaching en 93, ça m'a ouvert des perspectives parce que je me suis aperçu que j'avais du boulot. À l'époque, c'était une dame qui faisait diverses choses, et notamment de la PNL. Ça, c'est 93. Un autre truc, c'est un consultant américain qui s'appelle Rainer Sen, qui, à peu près à la même période, ça devait être en 93 ou 94, au même moment, on avait passé une semaine avec lui sur les méthodes d'organisation de tout ce qui est R&D. Et ce mec-là, tout ce que je racontais tout à l'heure sur la valorisation du bénéfice par le client, ça vient de chez lui. Lui, il l'avait inventé pour piloter des projets de développement d'avions. On l'utilise à toutes les sauces. On l'utilise dans énormément de cas, c'est-à-dire que les concepts de base qu'il avait produits, par exemple le fait qu'il faut être simple, être partageable, ça vient de lui. Donc ce gars, il a beaucoup aidé à progresser. Il est très peu connu, mais il a écrit un bouquin absolument remarquable. Le troisième, c'est mon premier coaching en tant que professionnel. Je me suis lancé là-dedans, je n'étais pas trop sûr de savoir-faire. J'avais mon coach à moi qui m'a dit Vincent, tu peux y aller, ça m'a rassuré. Et puis on a fait le boulot. Puis on est passé d'une boutique qui se dirigeait vers un redressement judiciaire à une boutique qui est sortie du redressement judiciaire, le tout en moins d'1 an. Si j'utilise mes propres méthodes, combien est-ce que j'ai rapporté vu de mon client, lui il pense que je lui ai rapporté plus de 10 millions d'euros et je lui ai coûté 6 000. Voilà. Ça marque, parce que ce client-là, j'ai bossé avec lui 18 mois. Je lui ai sorti la tête de l'eau parce qu'il était noyé dans des problèmes très compliqués. Du coup, il a pu se mettre ses qualités en avant. C'est un gars extrêmement efficace, très très brillant. Une fois qu'il a eu que la complexité de ses problèmes a été traitée, une fois qu'on a saucissonné les difficultés, qu'on a fait des petits bouts, il s'est mis au boulot, ça a été magnifique. Derrière, on a fait la stratégie de sa boutique. C'est là où tu commences à parler de vision. Et notre dernière séance, on a construit son identité. Au sens, tout à l'heure, j'ai dit identité mission, on n'est pas allé jusqu'à la mission, mais on a construit son identité. Et donc, on a fait tout le parcours de difficultés locales, c'est-à-dire d'environnement, tout à fait en haut de mes niveaux logiques de tout à l'heure. Hein. On commence par l'environnement, le comportement, les compétences, les motivations, l'identité et la mission. Et on est allé jusqu'à l'identité. On a fait quasiment tout le travail de coaching tel que je le conçois. C'est une expérience qui était pour moi totalement fondatrice. Et qui s'est terminée très bien.
Mais je te remercie pour ce partage. Et je pense que c'est extrêmement utile de voir que justement toi-même, tu as eu des déclics en te faisant accompagner. C'est-à-dire que moi, je Ah, considère qu'un des points ah ouais, justement qui montre l'éthique d'un coach, c'est aussi soi-même d'avoir testé les méthodes qu'on développe chez les autres. je confirme. Donc, effectivement, parcours très, très intéressant. Et on va revenir encore pour cette fin d'entretien sur le métier de commercial, de vente, de relations clients. Quelles seraient pour toi les qualités qu'il faudrait développer pour quelqu'un qui n'aurait pas forcément les compétences commerciales, qui viendrait d'un bagage technique, plus industrie, rationnelle, logique? Quelles qualités il lui faudrait développer pour commencer à s'améliorer en termes de commerce? La première, écouter. La deuxième, poser des questions. La troisième, essayer de comprendre ce que pense l'autre. Eh ben, écoute, ça a été court, concis et clair. Je te remercie. Alors, en gros, écoute, écoute, écoute. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup maintenant si on est directement sur un débutant en vente, quelqu'un qui pourrait avoir des très bonnes qualités, même ça pourrait être un ancien dirigeant, mais ou même un directeur par exemple technique qui se lancerait à son compte pour démarrer finalement son activité. Quelles seraient peut-être les premières étapes qu'il devrait mettre en place pour démarrer son activité à son compte? Ouf, c'est une question trop générale pour qu'on ait une réponse. Une fois de plus, non, pardon. Moi, je l'ai fait, donc je sais très bien par où il faut passer, ou en tout cas par où je suis passé, c'est définir son offre, c'est se positionner. C'est pas un truc facile à faire, ça prend du temps. Moi, aujourd'hui, je pense que je sais, mais il m'aura fallu 2-3 ans. Facile. Je suis parti de techniques de vente go-to-market innovation de rupture. Je pensais le vendre à des fonds d'investissement en capital risque. Et aujourd'hui, je suis coach de dirigeants. Avec une présentation autour de ma mission dans le monde. Ça n'a rien à voir. Il a fallu à peu près 3 ans pour faire ce parcours-là. Pardon, au début, c'était même pas ça. Au début, je disais, je suis compétent, achetez-moi. Pas de positionnement. Puis, ça a été un positionnement d'innovation de rupture, et puis voilà, ça a progressé avec le temps. Je pense que plus on a un discours cohérent avec soi-même, plus on se connaît, plus on est sincère dans ce qu'on dit, plus on se vend facilement. Une fois de plus, j'en reviens, identité, mission dans le monde. Et c'est un trajet qui prend un certain temps. Donc voilà, c'est définir son offre, définir ses qualités, définir ce qu'on sait faire. Évidemment, au fur et à mesure, on construit des références, des résultats, qu'on apprend, on se plante, on réussit. Voilà, c'est un processus qui est assez long, mais qui est un processus essentiellement de positionnement ou de définition de son offre et de soi. Je te remercie parce qu'il y a eu plusieurs interviews qui étaient dans cette idée que si justement la plupart des personnes qui démarrent ont ce syndrome de l'imposteur, de ne pas se sentir légitimes dans leur capacité à vendre ou à proposer leur offre, c'est très souvent parce que justement, ils répondent à tout et ils sont trop généralistes et pas assez spécialistes et ils ne savent pas vraiment sur quoi ils se positionnent et quel est finalement leur domaine de spécificité. Oui. Donc, tu rejoins. Indispensable. Après, Alors, on va quand même parler. Après, tu peux ne pas être bien défini sans avoir le syndrome de l'imposteur. Hein. Alors, justement, on va rentrer dans le syndrome de l'imposteur. D'après toi, d'où vient ce syndrome du fait que certaines personnes manquent de légitimité, ont peur de vendre, parfois même considèrent que la vente c'est sale? Et comment finalement on peut sortir de cette psychologie qui est clairement limitante pour démarrer quoi, ou pour développer ses ventes? Alors, là, on rentre du coaching. Des gens que j'ai des clients qui étaient victimes de syndrome de l'imposteur, au fond, ça tourne autour d'un problème de confiance en soi. Quasiment toujours. Enfin, moi, tous ceux que j'ai vus, ça tourne autour d'un problème de confiance en soi. Un problème de confiance en soi, c'est un problème autour des valeurs et de l'identité. Donc, dans mes niveaux logiques, c'est déjà assez profond. Par exemple, dans l'énéagramme, une base 1, c'est quelqu'un qui croit qu'il ne sera jamais assez bon. C'est câblé dans sa tête. Et qui développe toute sa stratégie pour avoir l'air bon. Une base 3, c'est quelqu'un qui pense qu'il sera toujours bon.
et qui développe tout un tas de stratégies pour nier le fait qu'il n'est pas bon. Et tout ça, ça donne des problèmes de confiance en soi qui, soit dans le premier cas, base 1, sont des gens qui pensent qu'ils ne sont pas bons, soit dans la base 3, pensent qu'ils sont bons à tort. Et ça fait le même résultat à la fin. Ça fait des choses pas sincères. Et ça, on pourrait le décliner sur toutes les bases. Donc, traiter un problème de syndrome de l'imposteur, c'est traiter, pour moi, un problème de confiance en soi. Et ça ne peut pas se traiter, on va dire ça, avec des techniques de comportement. Si je reviens toujours à mes niveaux logiques, le comportement, c'est, alors je vais le redire plus formellement, le niveau logique, c'est un truc qui a été inventé par un dénommé Diels dans les années 90. En haut, le monde extérieur, puis comment on se comporte, puis ses compétences, je sais faire ça, puis ce qu'on appelle les métaprogrammes, je parlais tout à l'heure, références internes, références externes, ce genre de choses, les croyances, les valeurs, je pense que je suis bon, je pense que je suis mauvais, croyances et valeurs, puis moi je mets les motivations, donc l'énéagramme, puis l'identité, puis la mission. Les problèmes de confiance en soi sont autour des croyances et des valeurs. Je pense que je ne suis pas bon. Ça, c'est une croyance. Ou je pense que je suis bon. C'est aussi une croyance. Le traiter par du comportement ou de la formation, ça ne sert à rien. Parce qu'on n'attaque pas le problème au bon niveau. Une croyance du genre « je ne suis pas bon », donc une croyance qui peut induire un syndrome de l'imposteur, qui est intrinsèque au syndrome de l'imposteur, doit se transformer en une croyance différente. Je ne suis pas bon là, mais je suis bon là. Ah, je suis bon là. Et cette croyance-là, on ne la détruit pas. On ne peut pas détruire une croyance, il faut la remplacer. Il faut la reconstruire, il faut la reprogrammer. C'est de la PNL, c'est de la programmation neurolinguistique. Donc, le travail du coach, ça va être d'identifier la croyance, là où les croyances limitantes, il y en a plusieurs, et de les reprogrammer, de les modifier. Donc, je le redis, je pense que je ne suis pas bon. Par exemple, j'ai un de mes clients, je ne serai jamais bon en chef de projet. Ah, c'est quoi les qualités qu'il faut pour être chef de projet? Et la personne liste 4 ou 5 ou 6 qualités. Dans ces 4 ou 5 ou 6 qualités, lesquelles as-tu? Disons, il y en a 6, et elle en cite 4. Ah, bah t'en as 4 sur 6. Voyons les 2 qui manquent. Je continue mon exemple, c'est un exemple réel. Ah bah il me manque la compréhension de la politique interne à mon groupe, qui est un salarié d'Orange. D'accord, mais c'est quoi la politique interne? Tu t'aperçois qu'en fait, la politique interne, cher ami, cher client, ce n'est que de comprendre le fonctionnement de tes chefs pour leur servir ce qu'ils veulent. Donc, c'est une compétence commerciale. Or, dans les 4 compétences que tu as la compétence commerciale. Donc, tu peux la transformer en compétence politique. Tu transformes ta compétence, tu vas appliquer à la politique interne tes compétences de vente. Donc, tu en as 5 sur 6. Ah oui, c'est vrai. Et on fait visualiser à la personne, et on lui fait ressentir kinesthésiquement, émotionnellement, que oui, elle saura faire de la politique interne dans tel et tel cas. Ah, on a une 5e compétence sur les 6. Et qu'est-ce qui te manque? Ah, bah, il me manque le leadership et l'affirmation de soi. Et d'accord, on peut travailler sur le leadership et l'affirmation de soi, c'est encore du coaching, ou à la limite, tu vas t'inscrire à une formation dans ton groupe. Et pof, la chose est faite. Et à la fin, dans ce cas particulier, ça s'est terminé par une construction d'identité. Tu vas postuler à tel et tel poste qui est justement un poste de chef de projet. Quel va être ton discours? Et tu racontes qui tu es. On a passé 2 heures à construire ce discours, à lui mettre les tonalités émotionnelles qu'elle est bien, à faire que le verbe allait avec l'émotion, une fois de plus, visuel, kinesthésique et auditif, là c'était auditif et kinesthésique, les deux parlent ensemble, et donc ça a marché. Et la nana, elle a eu son job. Donc c'est des techniques de coaching qui sont là, dans ce cas-là, des techniques d'intelligence émotionnelle, des techniques de construction d'identité, et un peu au-dessus, des techniques de restructuration de croyances. Super. Alors, une dernière question peut-être avant de clôturer cette interview, c'est qu'on sait aussi que le monde du actuellement, on parle de digital, on parle d'international, on parle aussi de l'hyper-personnalisation, notamment à travers Google, les réseaux sociaux et tout ça. Comment on peut innover, puisque tu travailles dans le secteur de l'innovation, aujourd'hui, dans les techniques marketing et commerciales, quels sont finalement le futur du commerce et du marketing dans les années à venir, selon toi? Je ne vais pas te répondre, c'est pas mon truc, ça. Je ne suis pas très bon là-dedans.
Ah, ok, tu veux pas prédire le futur avec... Tu joues pas mal à Non, Birma. j'ai pas de problème, mais les techniques digitales, c'est pas mon cœur de Alors, je vais métier. reposer la question de manière générale. Comment tu vois le futur finalement du marketing et du commercial dans les années à venir pour toi? Des Bien. domaines marketing et commercial. Je ne sais pas répondre à ta question. Ok. Alors, Sincèrement pas. déjà, je te remercie beaucoup, Vincent, pour cette interview. Est-ce que tu aurais une dernière chose, un dernier partage que tu voudrais faire à nos auditeurs? Oh, bah, c'est le partage. Là, on va être dans ce qui m'occupe en ce moment. Je suis en train d'écrire une série de papiers sur l'intelligence émotionnelle pour les dirigeants. Je crois qu'une autre façon de définir le coaching, c'est... Comment on va dire ça? Je pense que l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence des décisions. Une décision est toujours un enjeu émotionnel, et ce n'est que ça. Telle chose est bien, telle chose est mal. Bien, mal, c'est de l'émotion. Ou plaisante, déplaisante, ou n'importe quoi. Ou l'émotion, ça peut être de privilégier le présent vis-à-vis du futur, ou l'inverse, la sécurité vis-à-vis de l'innovation, enfin tout ça, c'est émotionnel. Or, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à gérer ses émotions avec efficacité. On a tous de l'émotion. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir comment faire avec. Bien. C'est un truc que les parents vous enseignent, mais rarement bien, parce que les parents eux-mêmes n'ont pas appris. Et on n'apprend à aucun moment dans aucun cursus universitaire, à part les écoles d'art dramatique. L'émotion ne s'enseigne, à ma connaissance, que dans les écoles d'art dramatique. Or, c'est une clé de décision. C'est vraiment une clé de décision. Donc, en gros, pour reformuler ça, je dirais que l'intelligence émotionnelle s'apprend dans l'enfance, plus ou moins bien. Dans les écoles d'art dramatique, c'est rarissime. Dans la vie, sur le tas, avec tous les inconvénients des formations sur le tas, ça c'est très limité. Ou par les coachs. Je dirais qu'un des vrais sujets du coaching profond, c'est que le coach est là, c'est au fond le seul endroit dans un cursus après les études, donc en formation continue, c'est le seul endroit où un dirigeant ou d'autres peut apprendre ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Et la différence entre un grand dirigeant et un mauvais dirigeant, c'est ça. Ok, alors du coup, Vincent, je te remercie beaucoup pour cette interview. Pour les auditeurs qui, donc, du coup, auraient envie d'aller plus loin, de te contacter, de travailler éventuellement avec toi également, comment on fait pour te joindre? Comment on fait pour te suivre, Vincent? On va sur mon site, on va sur LinkedIn. Mon site, il s'appelle rigalconseil.fr. Et il y a un truc contactez-moi, tout simplement. C'est tout bête. Ou alors sur LinkedIn, je suis facile à trouver. Ok, bah, je te remercie beaucoup. Et puis, donc, du coup, si vous avez des commentaires, des questions sur finalement l'innovation de rupture, l'énéagramme, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire, à liker, à commenter. Vincent, ça fera un plaisir avec moi, mais surtout Vincent, de vous répondre. Absolument. Je me ferai un plaisir de